OK. Merci beaucoup, coach Oberki. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont donné leurs attentes. D'autres ont donné, d'autres nous ont dit d'où ils viennent et tout et tout. Voilà. On est ravis de retrouver l'Afrique et le monde entier en ligne ce soir. Et comme d'habitude, on va faire ce qu'on sait faire, partager des outils, partager des méthodes et, et des approches plus ou moins souvent inédites, directes et choquantes souvent pour aider les dirigeants à à être une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, Coach Becky Dadé, tout le monde sait on est focus sur l'accompagnement des dirigeants. Donc, pour cette fin d'année, on on a lancé une vague une vague d'accompagnement de dirigeants à travers un événement voilà, qu'on a nommé The Next CEO Day. Alors, je vous présente rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, The Next CEO Day, on, on, on a décidé comme ça d'écrire 5 livres pour aider concrètement les dirigeants. Donc, on a écrit 5 livres sur, sur les douleurs des dirigeants. Donc, un livre sur la journée du dirigeant qu'on a rendu simple permettent généralement aux dirigeants de plus ou moins mieux maîtriser leur journée et être plus productifs. On a écrit un autre livre sur la planification stratégique qu'on a rendu simple pour permettre aux dirigeants concrètement de dessiner, de scénariser, de structurer, de schématiser comment est-ce qu'ils vont faire les chiffres en termes de bottom line, top line comme bottom line pour plus ou moins permettre à, à leur conseil d'administration et aux investisseurs de s'en sortir. Côte Becky Dadje, est-ce qu'on voit mon écran? Yes, ton écran est super bien partagé. OK. Mon écran est super bien partagé, c'est bien ça? OK. Exactement. Ils sont peut-être dans le chat aussi. Voilà, si l'écran est partagé, confirmez-nous, s'il vous plaît. Si vous avez OK. l'écran, s'il vous plaît. OK. Wonderful. Donc, comme je disais, on écrit jusqu'à 5 livres. Donc, la journée type du dirigeant qu'on a rendu. On a, on a travaillé aussi sur la planification stratégique, qui est plus ou moins le talon d'Achille de la plupart de nos dirigeants. Donc, on a travaillé sur ça. On a travaillé sur la vie de CEO qu'on a rendu simple, où on a travaillé sur le karma concrètement des dirigeants et comment supporter les douleurs, comment surmonter les difficultés, continuer à traverser la vallée de la mort tout en produisant des résultats exceptionnels en tant que dirigeant. On a travaillé sur le leadership visionnaire qu'on a rendu simple pour permettre aux dirigeants plus concrètement, parce que la bonne nouvelle, c'est que quand on a le pouvoir, on ne sait pas quoi faire. La plupart des DG qui sont DG aujourd'hui ont du pouvoir et comme les membres du CODI qui veulent devenir DG ont du pouvoir. Mais la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir-là? Donc, il y a des gens qu'on leur demande, si on te donne le pouvoir, qu'est-ce que tu feras? Et du moins, qu'est-ce que tu ferais? Et il y a d'autres qui répondent, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais on a le peu de pouvoir qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on en fait, par exemple? Donc, quand tu es CEO, le pouvoir que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Quand tu es membre du CODIR, le pouvoir que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu utilises ce pouvoir pour plus ou moins accompagner une vision, un, élever les gens, deux, collaborer, trois, et créer de l'excellence, ou est-ce que tu utilises cette vision pour écraser et torpiller les gens? Et à 80, excusez-moi, hein, mais à 90% du temps, on utilise nos pouvoirs pour plus ou moins effrayer les gens, menacer les gens, écraser les gens dans nos différentes entreprises. Donc, on a travaillé concrètement sur le leadership visionnaire et on a terminé avec le game de la stratégie qu'on a rendu simple. Comme on le dit à HNC, chaque fois on le dit, le business, c'est la guerre. Business is war. Donc, à la guerre comme à la guerre. Et on insiste chaque fois dans l'arène de gladiateurs, il n'y a qu'un seul survivant. Si ce n'est pas vous, c'est que vous êtes le mort. Donc, dans des stratégies game, on a travaillé concrètement sur le champ de bataille, sur le champ de guerre, sur comment trouver ce supplément d'âme pour gagner le marché. Et à la fin de la journée, le but du marketing, c'est de renvoyer les concurrents sur son marché sans forcément le faire exprès.
à travers cette stratégie de pénétration, de disruption sur le marché, à travers sa capacité de créer de l'exclusivité, à créer de l'inclusivité là où les concurrents ont créé de l'exclusivité pour les battre sur leur propre terrain, mais aussi les empêcher de venir sur vos terrains. Donc, en travaillant sur, un, la protection de vos flancs, deux, vos mises, donc vos paris, et in fine, trois, les next steps pour pouvoir, un, gagner le marché, deux, continuer de façon pérenne à être le leader sur le marché. Donc, on a travaillé sur ces livres-là concrètement pour mettre à la disposition des dirigeants, donc des CEO et membres du CODI, afin de les accompagner dans leur journée, comme concrètement un livre ou bien une Bible ou un Coran. Donc, et quand on a dit ça, on a décidé d'offrir ces livres-là, par exemple, à tous les participants, donc à tous ceux qui vont participer à l'événement des Next CEO Day. C'est un événement qui va se passer en une journée, par exemple, donc, où on va recevoir des DG et des membres du CODIR, donc les dirigeants de façon concrète, afin de partager quelques éléments, notamment les gens stratégiques. Donc, on va les aider à planifier leur parcours de structuration visionnaire avec l'articulation stratégique et des approches disruptives pour délivrer plus que ce qui est attendu par le conseil d'administration. On va faire un deuxième travail avec eux. Donc, c'est de les aider concrètement à fluidifier, et à fluidifier le job des dirigeants. Donc, on va trouver avec eux de nouveaux leviers et approches pour libérer des tensions quotidiennes, du moins pour les libérer des tensions quotidiennes et les permettre de se concentrer sur l'essentiel pour réussir le job de CEO ou de top exécutif ou de membre du CODIR ou de COMEX. Et en troisième position, on va travailler avec vous. Donc, si vous êtes DG et vos membres du CODI, ou si vous êtes membre du CODI, vous et les autres membres de la direction générale, à avoir le pragmatisme managérial, donc à vous aider à sortir des naïvetés classiques qui font souffrir les dirigeants, surtout les futurs et les débutants. Donc, on va vous aider à apprendre à devenir tranchant avec le flair qui va avec, le flair de dirigeant et l'engagement total pour créer de la dynamique, créer de l'élimination, mais surtout pour produire du résultat. Donc, tout ça là, on va les faire dans 12 pays, hein, dans les 12 pays où nous nous trouvons pratiquement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc, je vais vous partager rapidement ces 12 pays-là, à commencer par, excusez-moi, OK. Excusez-moi. Donc, très rapidement, donc, comme je le disais, on va commencer par Dakar. Donc, le 26 octobre, on sera à Dakar. Donc, c'est le moment de prendre vos tickets. C'est simplement à 199 et à 197 000 francs CFA, plus la box qui est pour faire. Donc, pour les places VIP et les places VIP, on est à 397 000 francs avec un espace VIP qui vous est dédié, plus bien évidemment la box qui est offerte. Donc, on va être à Conakry le 31 octobre, à Bamako le 2 novembre, on va être à Lomé le 8 novembre, on va être à Cotonou le 9 novembre, on va être à Abidjan le 19 novembre au Sofitel Hôtel. Alors, permettez-moi de vous montrer les autres, notamment Kinshasa. On va être à Kinshasa. Alors, c'est les aléas du direct, hein. Donc, on va être à Kinshasa. OK. Donc, on va être à Kinshasa au Hilton Hotel.
on va être à Ouaga, à Douala, à Libreville, à Niamey et à Brazzaville, bien sûr. Donc, on va terminer le show là-bas. Donc, c'est le moment pour vous de prendre vos tickets avec les différents membres de vos différents codis parce qu'on va avoir des speakers, voilà, notamment Herman Kapo et Zoumana Koulibaly de HNC. On va avoir aussi l'accompagnement, par exemple, à Kinshasa, par exemple, de Mustapha, qui est le CEO de Robank, qui est la première banque de Kinshasa. On va avoir l'intervention de l'ancien Alain Kacha, qui lui est ex-CEO de RTL Congo, par exemple. Et puis, on va avoir l'intervention aussi de la DG de Sounou, Assurance RDC, par exemple, Godelive de Cordier. Donc, voilà, on va avoir des intervenants quand même de gros calibre. Donc, c'est le moment de venir participer. Et nos 5 livres, je ne sais pas si je vous l'ai dit, par exemple, sont dédicacés quand même par des monstres du business en Afrique, notamment Jean Kakou Diabou, qui est le président de NCA Group. On a Mustapha, bien sûr. On a Jean-Luc Kona aussi qui a préfacé. On a El Hassan Kaba qui a préfacé. Donc, Jean-Luc Kona qui est le fondateur et CEO de Kofina. Donc, El Hassan Kaba qui est fondateur et CEO de Mansa Bank. On a aussi Nassa qui est le CEO de Coris Group. Qui est le CEO de Coris Group. Donc, voilà, c'est ces monstres-là, par exemple, qui ont préfacé nos différents livres. Donc, voilà. Ils seront là comme speakers aussi. Donc, c'est le moment de venir participer et puis, voilà, partager des expériences inédites en termes de réseautage aussi, qu'on va voir rarement dans d'autres panels. Donc, on va disséquer de façon pragmatique et de façon structurée comment vous aider concrètement à atteindre vos objectifs. Donc, quand j'ai dit ça, je vous demande, est-ce que quelqu'un a une question pour moi concernant l'événement? Oui, il y a une question pour toi rapidement avant qu'on ne puisse plonger pleinement dans la session. Il y a une question de, voilà, de CAC Paris. Allez, j'espère que j'y arrive. Qui dit qui peut prendre part au Nexio D à Abidjan? Faut-il nécessairement être DGA, PCA ou membre de Coty pour y participer? Non, par principe, tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer au Next COD tant que vous payez la somme. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous n'êtes pas membre du CODIR? Vous pouvez venir. Ça va vous aider à savoir ce qui vous attend et comment vous préparer et avoir déjà les 5 livres du box pour pouvoir mieux vous préparer. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si vous êtes membre du CODIR, c'est le moment aussi d'amener tous les autres membres du CODIR à participer. Mais l'accès, ça dit que c'est fait pour les CEO, les membres du CODI, dont les dirigeants de façon générale et ceux qui aspirent à être dirigeants. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne, Coach Berkis Dadje. Super. Koulibaly nous dira, l'autre Koulibaly, cette fois-là, nous dira si c'est répondu. Koulibaly, dites-nous. Oui, oui, même si vous êtes manager, mais pas membre du CODI, vous aspirez à être membre du CODI ou DG. Donc, c'est le moment pour vous de venir participer. Donc, vous pouvez venir participer. C'est bon pour Koulibaly avant qu'on rentre dans le vif du sujet? C'est parfait, c'est parfait. Koulibaly nous dit, OK, merci, il sera là, c'est bon. OK, wonderful. OK, super. Donc, voilà, rapidement, devenir directeur général, les nouvelles exigences. Alors, il y a de plus en plus d'exigences, par exemple, quand on est ici au 21e siècle, qu'il n'y en avait pas dans les autres siècles. Et c'est le moment pour ceux qui sont CEO déjà de les savoir et ceux qui sont les CEO en devenir aussi de les savoir. Donc, très rapidement, et comme l'a dit Coach Berkis, c'est-à-dire on va faire un jeu.
Je veux que ça soit participatif. Posez-moi des questions ou bien partagez vos expériences. Maintenant, si vous voulez poser des questions en live, levez simplement la main. Là, on va vous donner la parole. C'est bon? On peut faire ce jeu-là? OK. Donc, rentrons rapidement dans le vif du sujet. Alors, il y a 6 caractéristiques de CEO qu'il faut manifester maintenant pour se qualifier pour le poste de CEO, pour ceux qui ne le sont pas d'abord. Donc, les gens ne savent pas qu'il faut manifester pour que on te donne le poste. Donc, la première chose, c'est de montrer que vous comprenez les enjeux globaux. Alors, quand on travaille avec les membres du CODIR, généralement, on se rend compte que les gens ne maîtrisent que l'enjeu de leur périmètre. Ils ne maîtrisent pas l'enjeu global ou bien les enjeux globaux liés au business et liés au métier de l'entreprise. Donc, du coup, on a des membres du CODI qui sont experts dans leur domaine, point. Mais à part ça, il ne peut plus rien apporter à l'entreprise. Ou bien, il ne parle, par exemple, que s'il est directeur commercial, il commence à intervenir dans le CODI que lorsque il y a une situation liée au commercial. Quand on rentre dans la finance, il est mort. Donc, oui, et souvent, on se rend compte qu'il y a des membres du CODI même, il y a des membres du CODI même qui passent le temps à défendre leur direction qu'à défendre le business. Donc, quand vous n'arrivez pas à montrer que vous comprenez les enjeux globaux, on ne peut pas vous confier une direction générale. Ça ne peut pas passer. Donc, deuxième des choses, il faut que, il faut que vous montrez que vous n'êtes pas qu'un technicien expert. Et Dieu sait que la plupart du temps, les gens sont des techniciens experts. Et ils sont étonnés de savoir qu'ils ne sont pas DG. Quelqu'un m'a dit un jour que, je vais donner cet exemple-là. C'est-à-dire que la présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire, c'est Mme Kandia Kamara. Donc, elle était d'abord ministre de l'Éducation, ensuite, je crois, ministre des Affaires intérieures, et in fine, elle est la présidente du Sénat. Donc, la première femme, d'ailleurs, présidente du Sénat en Côte d'Ivoire. Ce qui est extraordinaire, je posais avec quelqu'un un jour qui m'a dit, elle n'a pas la compétence pour être ministre de l'Éducation nationale. J'ai dit, OK, on a compris. Mais on va mettre des techniciens sous elle qui vont faire le taf. Donc, quand elle est passée encore ministre des Affaires étrangères, quelqu'un m'a dit non, mais encore c'est plus grave. J'ai dit, OK, on va mettre encore des techniciens sous elle, ils vont faire le taf. Et quand elle est passée encore au Sénat, c'est la même chose. J'ai dit, OK, super, on va mettre quelqu'un sous elle qui va faire le taf. Donc, à la fin de la journée, on n'a pas besoin de techniciens à la tête. On a besoin des gens qui sont capables de mettre le business en mouvement, politiquement, systémiquement, comme en termes de relations. Maintenant, on peut mettre les techniciens en bas d'eux qui vont travailler. C'est pourquoi les gens qui adorent se jouer les techniciens et les experts, c'est difficilement qu'ils deviennent DG. Parce que, ils sont bons, ils sont sûrement très compétents et très bons dans leur domaine, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller manger à la table des rois. Parce qu'ils n'ont pas encore appris la finesse qui va avec, comment parler quand on veut monter et en tant que dirigeant, comment se comporter. Je me rappelle, il y a un technicien qui a démonté son DG en pleine revue. C'est-à-dire qu'il n'est même pas membre du CODI. Je crois il doit être un simple gars là-bas. Mais comme il connaît son job, donc son DG a fait une proposition et il a cassé la proposition du DG en public devant tout le monde. Donc, c'est pour montrer que lui connaît son job. Mais il est tellement épuisé, c'est pas que quelqu'un comme ça, il ne peut jamais monter. Parce qu'en haut, généralement, on n'a pas besoin des gens des gens qui s'opposent, mais on a besoin des gens qui adhèrent. Troisième élément, montrer que vous pouvez modéliser la transformation. Là, c'est très fondamental. C'est que pour être déjà au 21e siècle, on a besoin de quelqu'un qui sait scénariser, qui sait structurer
qui sait schématiser mieux, qui sait faire de la qui sait faire du design organisationnel pour pouvoir mettre l'entreprise en mouvement. Prends chaque département, modéliser ce qu'il faut pour que les gens puissent travailler. Donc, quand tu ne sais pas faire ça, c'est pas facile d'être DG au 21e siècle. Du moins, c'est pas facile qu'on te choisisse. Montrez que vous pouvez driver la performance globale. Là encore, c'est un sujet. C'est-à-dire que, généralement, j'adore dire aux membres du CODI, ou nous, à ETS, on adore dire aux membres du CODI, il faut penser comme un DG et agir comme un directeur du pôle, donc un directeur fonctionnel. Donc, penser comme un DG, agir comme un directeur fonctionnel. Parce que pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut être présidentiable avant d'être président. Donc, il faut montrer ta capacité à penser comme un DG sur un sujet lié à ta direction. C'est ce qui permet aux gens de savoir que ce gars-là, il pourrait rêver tout le monde. Cinquième élément, montrer que vous avez de la contenance et du style. C'est important. De la contenance, c'est-à-dire qu'on doit savoir que la personne à qui on a affaire, la personne a quelque chose dans la tête. Ou bien la personne a de la perspective dans les idées. Mieux, du style. Je me rappelle pas plus tard que quand on m'a dit de relooker un chef de département commercial avant qu'il soit directeur commercial. Parce qu'effectivement, on a besoin des gens présentables. C'est très fondamental. Et sixième élément, montrer que vous comprenez très vite le langage des grands. Là, c'est très fondamental. C'est-à-dire qu'un petit ne peut pas s'asseoir à la table des grands si et si seulement il est montré, il est montré qu'il comprend leur langage. Alors, je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous faire rire. Si ça vous fait rire, riez avec moi. Donc, j'ai discuté avec un directeur groupe qui m'a raconté une histoire. Donc, on devait nommer un DG. Donc, il m'avait dit celui qui était prétendument DGA. Donc, un jour, je le vois, je dis, Joe, ton gars là, il n'est pas encore DGA, tu as mis quelqu'un d'autre à sa place, pourquoi? Donc, il me dit non, que il allait avec le gars chez le président groupe. Donc, le président les a donnés à boire, tout et tout, ils ont mangé, tout et tout. Parce que le gars, il a dépassé toutes les étapes. Vous imaginez toutes les étapes possibles. Et la dernière étape, on l'invite, il vient chez le président avec le directeur groupe. Là, ils ont mangé, ils veulent lui présenter l'enjeu, tout et tout. Et ils ont fait sortir des vins. Vous savez, les présidents, là, ils ont l'argent, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ils ont l'argent. Donc, ils ont fait sortir des vins chers, tu vois. Et puis, ils ont déposé. Ils ont pris un peu, et puis, voilà. On lui a dit de boire, boire, boire. On dit non, il n'y a pas de problème, boire. Donc, le gars, il boit seulement. Il boit jusqu'à il s'est saoulé. Et il s'est saoulé, et le président dit que s'il le nomme DG, ils vont le saouler un jour pour qu'il signe des documents fallacieux ou bien des conneries contre l'entreprise. Donc, lui, par exemple, il n'a pas été DG rien que pour ça. Parce qu'il ne parle pas le langage des grands. Il n'a pas compris que dans ces moments comme ça, là, il faut de la retenue. Il faut de la retenue. Donc, je ne sais pas si ça vous a fait, si ça vous a fait rire, mais bon, moi, ça me fait trop rire. Parce que le gars, il est à la porte pour être DG. Simplement de la retenue et il allait boire et se saouler. Bon, sûrement c'est un baoulé. Non, j'ai dit ça pour rire avec mes frères baoulés. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette petite partie qu'on a vue ensemble? Les six caractéristiques-là, et qui se retrouvent quelque part et voilà. Et pour les plus courageux, ils peuvent nous écrire. Vous êtes là, il y a des questions ou autres.
Allez, Des questions ou autres? on a Koulibaly qui demande si c'est possible que tu puisses donner un peu quelques détails hein, par rapport au style, le cinquième point. Non, c'est-à-dire que c'est de savoir s'habiller, c'est important. Savoir s'habiller, c'est important. C'est-à-dire que à compétence égale, on ne va pas mettre un villageois à la tête de l'entreprise des gens. Tu vois, parce que par principe, il y a un principe marketing et de la vente qui dit qu'on t'achète avant d'acheter ton produit. Quand tu es commercial, c'est pareil. Quand tu es DG, on t'achète avant d'acheter ton entreprise. Donc, du coup, si vous n'êtes pas achetable, on ne peut pas vous acheter. Et l'apparence est très fondamentale dedans. Votre apparence. Donc, soignez vos apparences. Pour les hommes, portez des costumes noirs de qualité ou bleus, avec des chemises blanches, ou maximum des chemises bleues. Cravate rouge, non, tout ce qui est bleu en termes de cravate, ou rouge, si vous voulez décaler un peu. C'est le style des dirigeants, ça. Et c'est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question De Koulibaly, allez, oui, de Koulibaly, Koulibaly. super. Allez, good. Parce que quand tu es DG d'une entreprise, tu es le premier commercial. Donc, ce que tu dégages en dit long. C'est ce qui deviendra ton entreprise. D'autres questions, Coach Becky Zadie? Oui, on a quelques points rapidement, si on peut les évacuer. Il y a, OK, on a Zeba qui dit quels sont les comportements adoptés face aux membres du conseil d'administration. Et puis, on va prendre deux en un. Voilà, il y a également, voilà, rapidement, allez, je vais m'assurer d'avoir la bonne tournure. Vas-y, Coach Becky, je ne t'ai pas bien entendu. Hein. Donc, quel comportement adopter face aux membres du conseil d'administration? Et puis, il y a d'autres qui, voilà, il y a deux personnes également qui demandent si on peut revenir sur le point 2 et le point 4 brièvement. Mais la question première est celle de savoir quel comportement adopter face aux membres du conseil d'administration. Non, alors, la question c'est une colle. Quel comportement avoir face aux membres du conseil d'administration? Pour qui? Pour un DG ou bien pour quelqu'un qui est en mode recrutement? Donc, je veux que la personne me précise mieux la question. Pour celui qui est déjà DG ou bien celui qui veut devenir DG. Donc, OK, bon, très rapidement, hein, là encore, c'est un sujet même. Comment gérer le conseil d'administration? C'est tout un sujet. On est même en train d'écrire un livre là-dessus que vous allez voir. Mais alors, pour un DG, par exemple, il faut, il faut donner de la perspective. Il faut montrer au conseil que tu as de la perspective. Un, soit tu leur donnes du chiffre d'affaires et tu n'arrives pas à donner de la rentabilité, donc du résultat net, soit tu leur donnes du résultat net et tu ne donnes pas du chiffre d'affaires. Mais il faut tout faire pour donner l'un ou l'autre, pour ne pas qu'on te fracasse. Mais au cas où tu n'arrives pas à donner ni l'un ni l'autre, il faut leur donner de la perspective. C'est-à-dire qu'ils doivent voir que dans l'avenir proche, il y a quelque chose qui arrive. Donc, le conseil a besoin généralement de la perspective. Maintenant, si c'est pour quelqu'un qui n'est pas DG, il va être DG, alors, la tenue face aux membres du conseil, vous n'allez pas vous voir. Ce n'est pas le conseil d'administration qui va faire le truc. Par contre, tu as besoin de certaines personnes. Là, on va le voir devant. Comment se tenir avec ceux qui vont te donner le pouvoir. On va voir ça un peu devant de suite. Ça ne va pas durer. Maintenant, celui qui a dit de revenir sur le 2. Donc, montrer que vous n'êtes pas que technicien expert. Non. Et comme on le dit, il y a des gens qui sont bons dans leur domaine, très percutants dans leur domaine. Seulement qu'ils ne restent que dans leur domaine. C'est-à-dire que, tu vois que peut-être que s'il est en banque, c'est un bon truc, c'est un bon gestionnaire crédit, tu vois. Il est bon dedans. Mais ça ne s'arrête que là. En termes d'attitude,
Voilà, c'est pas quelqu'un qui est transversal, c'est pas quelqu'un qui sait parler les autres langages, et c'est pas quelqu'un qui fait de la stratégie, tu vois. Donc, il est limité que dans ce qu'il sait faire, et il sait très bien le faire. Généralement, même quand il prend la parole, il veut montrer qu'il est expert dans le domaine. Quand tu es comme ça, généralement, c'est pas bon, parce que tu n'es pas fait pour être DG. Donc, il y a des directeurs commerciaux qui sont comme ça, il y a des directeurs financiers qui sont comme ça, ou bien il y a des directeurs risques ou d'engagement qui sont comme ça, etc., etc. Donc, quand tu es comme ça, il faut commencer à parler un langage plus transversal. C'est-à-dire que quand ton DG discute avec toi, ou bien quand tu discutes avec les partenaires, quand tu discutes avec les membres du CODI, ou quand tu discutes même avec jamais les gars du conseil d'administration, on doit voir en toi que tu comprends l'entreprise et non ton domaine. Maintenant, quatrième, montrer que vous pouvez driver la performance globale. C'est-à-dire qu'il faut montrer aux gens que tu es capable de porter la performance à 360 degrés. Par exemple, les seules fois que peut-être on te donne l'intérim de gérer l'entreprise, le DG doit voir que vraiment tu as bien géré l'intérim et que la performance a suivi. On doit voir que tu arrives au-delà de faire performer ta direction, mais tu arrives à mettre en place une synergie collaborative avec les autres directeurs, par exemple, et qu'il est fait produire du résultat. On doit voir qu'au-delà de produire du résultat chez toi, donc tu as mis un système chez toi, tu as bâti les relations avec tes collaborateurs, mais que tu arrives à impulser le rythme au-delà de ta direction, chez tes autres collègues, dans les différentes directions. On doit voir que ta direction ne bloque pas les autres directions, au contraire, ta direction arrive à mettre les autres directions en mouvement. Donc, quand tu arrives à faire ça, on dit, OK, le jour qu'on te donne tout, tu vas pouvoir driver. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux deux questions qui ont dit de revenir un peu sur le 2 et le 4. Super, oui, et voilà, il me semble que tu l'as brillamment fait. Rapidement, pour sortir de cela, on a une dernière question de Paul. Mhm. Il y a souvent aussi le sponsoring interne, car c'est cela qui bloque des valeureux candidats, mais qui ne sont jamais mis en avant. Comment amener à ce que la tendance du lobbying interne soit en sa faveur? OK, OK, on va répondre à ça au fur et à mesure. Donc, je peux continuer un peu comme tu as dit. Yes, s'il te plaît. OK, super. Alors, il y a ce qu'on appelle la loi de la présidentialité. La loi de la présidentialité. Donc, comme je disais, on est présidentiable avant d'être président. Donc, on est DGable avant d'être DG. Donc, on est DG dans son langage, dans son attitude, dans ses réactions, dans sa communication, dans ses collaborations avec les autres avant d'être DG. Donc, quand tu loupes ça, tu ne t'en sors pas. Absolument pas. Donc, on est DGable d'abord. Donc, du coup, votre attitude doit démontrer de la maturité. La plupart des membres du CODI sont immatures. La plupart des membres du CODI sont immatures. C'est pourquoi ils ne sont jamais DG. C'est qu'ils traitent les sujets avec émotion, avec immaturité, au lieu de traiter les sujets avec maturité en fonction des enjeux et prendre des décisions sans émotion et autres. Il y a des gens, par exemple, c'est-à-dire que la plupart des membres du CODI veulent utiliser leurs principes et leurs valeurs pour parler au CODI ou bien pour traiter les sujets, vous voyez. Non, non, c'est de l'immaturité. Donc, quand tu es DG, et les DG savent, et quand tu deviens DG, tu vois que ce qu'on te demande là, il y a tout, sauf ce que tu penses et ce que tu sens. Ta pensée et ton avis et tes sentiments n'ont pas d'importance. La seule chose qui importe quand tu deviens DG, c'est que tu analyses une situation froidement, tu dégages les options possibles et tu vois ce qui est bon pour l'entreprise. Que tu sois d'accord avec ça ou pas. Mais la plupart des membres du CODI sont immatures, tu vois. Ils veulent être d'accord d'abord avec quelque chose. Jusqu'à d'autres disent, c'est mon avis. Non, 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 non.
Non, ton avis n'a pas d'importance, ni ton opinion, ni ton point de vue. Voilà. J'aime raconter ça chaque fois. J'ai un mentor qui adore me dire qui me disait à l'époque qu'un point de vue est une vue à partir d'un point. Donc, il y a 1000 autres points que tu n'as pas vus. Donc, quand on est dirigeant, on n'a pas de point de vue, on n'a pas d'avis, on n'a pas d'opinion, on n'a pas on n'a pas de sentiment à faire naître. Non, non, non. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas, parce qu'à chaque fois que à chaque fois qu'ils ont voulu traiter un sujet devant, ils l'ont traité avec immaturité. Votre attitude doit démontrer de l'intégrité. C'est important. C'est important. C'est-à-dire que les gens doivent voir en toi quelqu'un qui est intègre, tu vois. Donc, quelqu'un qui n'a pas bouffé l'argent de l'entreprise. Et quelqu'un qui va se battre pour le bien de l'entreprise et non voler l'argent de l'entreprise. Même si après des deux, je vole, ça arrive. Comme des membres du CODI volent quand ils ont la possibilité, ça arrive. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Donc, on ne doit pas te voir dans les coups foirés. Chaque fois, sinon, c'est pas bon. Votre attitude doit démontrer de la transversalité. Transversalité, je l'ai brossé dessus. Donc, que, même quand tu es financier, quand on te voit, on voit qu'avant de prononcer une situation financière, tu prends en compte la situation commerciale, la situation marketing, la situation technique, la situation risque, la situation compliance, la situation tout. Donc, que tu es ressources humaines avant de parler ou avant de décider. Donc, quand tu parles comme ça, on sait que voilà, on a quelqu'un de transversal en face de nous. On a quelqu'un qui va pouvoir plus ou moins piloter et driver toutes les autres directions. Un quatrième élément, votre attitude doit démontrer de l'intelligibilité, donc différent de l'intelligence. C'est très fondamental. C'est-à-dire on doit voir dans ton attitude que, c'est-à-dire que tu sais lire entre les lignes. Tu sais lire entre les lignes. Par exemple, il y a des gens qui adorent couper la parole à l'aide DG en plein codis. En plein codis. Il y a des gens qui adorent attirer la foudre des autres membres du codis sur eux. Donc, ça, là, ce n'est pas une attitude d'intelligibilité. Non, 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 non. Donc, les attitudes d'intelligibilité, c'est de savoir lire entre les lignes. C'est-à-dire qu'on doit voir que quand tu es en train de poser une action, on doit sentir qu'il y a de la finesse dedans. Il y a de la finesse dedans. Il y a des gens qui sont intelligents, hein, ils ont des idées cohérentes, ils sont logiques, tout et tout, mais ils sont brutes, par exemple. Donc, il n'y a pas de l'intelligibilité dans leurs actions ou dans leurs interactions avec les autres. Et puis, votre attitude doit démontrer la capacité de discernement. Il manque à trop de gens. Oui, c'est vrai qu'on doit savoir que tu es quelqu'un qui a du discernement. Généralement, le discernement, par exemple, ok, exemple simple, c'est que quand tu es dirigeant, tout est inédit. Tout est inédit. Et généralement, lorsque une situation vient dans un temps record, souvent tu n'as pas le temps de voir le pourtour et les tours, mais tu dois prendre une décision. Mais la décision que tu prends là, sans forcément que tu sais, c'est ça là on doit faire. Ça n'a rien à voir avec la logique. Mais tu dis, c'est ça on doit faire. Et quand tu fais ça, ça marche. On dit, le gars là, il a le discernement. Il sait lire entre les lignes. Il a le flair. Donc, votre attitude, notamment, doit démontrer de l'engagement total pour la performance. Ça, c'est très fondamental. Alors, nous, par exemple, quand on accompagne quelqu'un pour aller passer un entretien ou bien pour être DG, on adore insister. Il faut montrer ton engagement pour la boîte. Il faut dire à quel point tu désires travailler pour cette boîte. Donc, déjà, si tu es en interne, ton attitude doit montrer de l'engagement total pour la performance. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des membres du CODI qui a été DG. C'est pourquoi ils ne le deviennent pas. Des questions?
Code Vekis. Code Vekis, des questions ou bien je continue un peu? Oui, je suggère que tu puisses continuer un peu et on va prendre Alors, une question devant. il y a 8 signes qui montrent que vous n'êtes pas à la dimension du job de dirigeant. 8 signes. Le premier, c'est que vous continuez à faire le chantage de l'expert qui serait la cheville ouvrière de la performance. Il y a des gens là, il y a des gens là. C'est-à-dire qu'ils sont bons et ils pensent que sans eux, rien n'ira parce qu'ils ont une expertise que les autres n'ont pas. Et ils sont étonnés de ne pas être DG. Ils ne savent pas pourquoi. Non, 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 non. Parce qu'ils continuent de faire du chantage aux gens. Ils continuent de faire du chantage à la direction générale, à l'entreprise, aux autres services généralement, parce qu'il est techniquement bon peut-être. Donc, sans lui, certaines situations ont du mal à être décampées, tout et tout. Donc, il s'accroche à ça et il fait souvent du chantage expert aux gens. Donc, ce type de gars-là, ils ne deviennent pas DG généralement. Je suis en train de répondre à la question du gars. Hein. J'avais dit qu'on allait répondre au fur et à mesure. Code Becky, je ne sais pas qui avait posé la question là, que tu m'avais posée. Et puis, j'ai dit qu'on allait répondre au fur et à mesure. Il s'agit de Paul. Allez, Paul. OK. Donc, il y a ça. Deuxième élément, vous donnez l'impression que l'organisation et le DG actuel ne peuvent pas s'en sortir sans vous. Et là, c'est très grave. Parce que, qu'on le fait ou pas, l'une est indispensable dans un business. Qu'on monte ou qu'on descend, de la manière dont tu as fait, on peut te défaire. De la manière que tu es venu là, tu peux partir comme ça. Tu viens un matin, tu t'envoies un le soir. Tu viens un la nuit, tu viens un la nuit pour parler comme un bon Ivoirien, tu t'envoies un bon matin. Donc, à la fin de la journée, il faut éviter de penser que les choses n'iront pas sans toi. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu penses comme ça, on va commencer à chercher des solutions alternatives sans toi. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Coûte que coûte, on va en trouver. Et quand on en trouve, tu deviens inutile. On commence à faire les vraies réunions stratégiques sans toi. Tu vas apprendre simplement qu'il y avait telle chose. Ou bien, c'est quand on va se rendre compte que sur ce sujet-là, on ne peut pas bouger sans toi, on va venir t'appeler. Et comme tu n'étais pas au début de la stratégie, ni au milieu, tu es perdu. Ou bien tu es obligé de tout défaire à zéro. Donc, on va coûte que coûte, essayer de trouver une solution sans toi. On va essayer de te contourner. On va essayer d'aller chercher quelqu'un. Mais il faut qu'on trouve une solution sans toi. Et quand on va trouver, tu es mort. Donc, ce type de personnes-là deviennent rarement DG. Continuez de négliger la nécessité de la profondeur de votre transversalité. Je le procède de suite. Ça veut dire qu'avant, il fallait faire des certificats et il fallait faire peut-être un MBA, machin, machin. Aujourd'hui, là, on n'est plus à cette époque-là. On est à l'époque où tu dois lire des livres pratiques, et faire des certifications pratiques. Des livres pratiques, des certifications pratiques. Et ça doit être courant. À chaque fois, tu dois faire ça. À chaque fois, tu dois être en train de renouveler. Donc, lire des livres sur la finance, lire des livres sur le commercial, lire des livres sur le marketing, lire des livres sur le risque, lire des livres sur la technicité de ton métier, lire des livres sur les ressources humaines. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, tu ne peux pas être un très bon ressources humaines si tu ne maîtrises pas la technologie. Tu ne peux pas être un bon financier si tu ne maîtrises pas la technologie. Tu ne peux pas être un bon commercial ou un bon marketeur si tu ne maîtrises pas la technologie. Tu ne peux pas être un bon risk manager si tu ne maîtrises pas la technologie. Donc, il faut travailler sur la profondeur de votre transversalité pour ne pas être folklore. C'est très, 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 très important. Je vais vous raconter une histoire du moins liée au 1 et au 2. Les experts liés au 1 et au 2. C'est un DG Group. Donc, il y avait l'un de leurs collaborateurs qui était dans un autre pays.
Donc, le gars, il fait chanter le DG Group parce que le DG qui était là est parti. Donc, comme lui, il était directeur, donc il fait chanter les gens. Donc, lui va, et il était très bon techniquement. Il dit que non, lui doit retourner chez lui au moment où on a besoin de lui. Et Dieu qui est bon, quand il a fini de faire son chantage, avant qu'il va s'en rendre compte, ils ont envoyé quelqu'un d'autre à la tête pour venir être DG, alors qu'il avait tout pour être DG. Donc, au lieu de se concentrer sur le fait que, OK, on est dans une période compliquée où l'entreprise a besoin de moi, il s'est focalisé sur le fait que, OK, j'ai atteint un niveau aujourd'hui où je peux dire à l'entreprise ce que je veux et ils n'auront pas le choix que de me donner parce que ma compétence était rare. Bon, une petite parenthèse. Donc, montrez, vous ne montrez pas aux autres directeurs que vous pouvez porter leurs enjeux avec eux. Donc, rappelez-vous, je l'ai dit de suite. C'est-à-dire que quelqu'un qui est le futur DG, c'est quelqu'un qui, c'est que c'est un directeur actuel qui a la capacité d'aider les autres directeurs, de porter leurs enjeux avec eux et d'intégrer leurs enjeux dans sa politique, dans sa philosophie, dans ses scénarios et comme dans sa stratégie de déploiement. Très fondamental. Vos conceptions du management sont loin du pragmatisme dont un dirigeant doit faire preuve. Alors, nous, on adore dire à HMC, le management est écrivez. Écrivez pour ceux qui ont des blocs-notes. Le management est scientifique. Ça répond à... C'est-à-dire que le management répond à des logiques. Deux, le management, c'est scientifique. Ça répond aux normes internationales, donc les best practices. Donc, et in fine, c'est statistique. Donc, c'est que ce que tu penses du management là, ça n'a pas d'importance. Ce que toi tu penses là, on s'en fout. Ce que tu veux là, on s'en fout. Ce que tu penses que ça doit être là, on s'en fout. Le management est scientifique. Ça répond aux normes internationales et c'est statistique. Donc, est-ce que ce que je suis en train de faire est cohérent pour le business? C'est logique pour le business et ça va permettre de produire du résultat. Autrement dit, OK, est-ce que je suis en train de me développer personnellement? Est-ce que je suis en train de bâtir un système performant? Et est-ce que je suis en train d'accompagner des collaborateurs de façon performante? Autrement dit, si je ne suis pas en bonne relation avec mes collaborateurs, donc avec mes équipes, je suis en train de violer une règle scientifique du management. Je ne suis pas en train de bâtir un système performant. Je suis en train de violer un principe du management. Si je ne suis pas en train de me développer constamment et continuellement, je suis en train de violer un principe management. Deuxième, est-ce que ce que je suis en train de faire répond aux normes internationales du management? Est-ce que c'est ce que les meilleurs font? Sinon, calm down. Troisième élément, est-ce que statistiquement, quand je prends mes données internes et les données du marché, est-ce que c'est la bonne chose que je suis en train de faire? Donc, c'est scientifique, ça répond aux normes internationales et c'est statistique. Donc, vos conceptions du management, on s'en fout, ça doit être pragmatique. Pragmatique. Vous montrez que vous n'allez pas pouvoir passer le test de situation. Par exemple, il y a des gens là, on les prend d'un pôle A, on les envoie dans un pôle B. Au pôle A, il était très bon. C'était la star de là-bas. On l'envoie au pôle B, il échoue. Il échoue et il se met à se plaindre. Non, ici, là, c'est comme ceci. Ici, là, c'est comme cela. Mes collaborateurs sont comme ceci. Mes collaborateurs sont comme cela. Ici, là, on ne met pas les moyens à disposition. On ne donne pas. Non, non, tu es en train d'échouer test situationnel. Parce que sûrement, on t'a enlevé là-bas pour t'envoyer ici, compte tenu de la situation. Donc, ne viens pas te plaindre de la situation. C'est comme, je me rappelle, il y a un directeur commercial qu'on a recruté chez une grosse banque très internationale, une banque très internationale, qu'on l'a mené dans une autre banque. Je vais taire le nom des banques pour ne pas faire. Donc, on l'a envoyé dans une autre banque. Et la Banque internationale a des process, a des manières de faire, qui sont à des dispositions déjà internationales. Donc, c'est plutôt facile à travailler là-bas en faisant moins d'efforts. Et il vient dans un point
où les dispositifs ne sont pas encore en place, tout et tout. Et c'est lui qui doit mettre en place et tout. Donc, il n'arrive pas à produire. Et il se plaint chaque fois de l'entreprise. Je dis, mon ami, pardon. Faut être intelligent. Tu penses qu'on t'a arrivé là-bas, là, pour t'envoyer ici, là. C'est parce qu'on connaît la situation. On se dit que c'est toi qui peux gérer. Donc, ne viens pas nous dire que c'est la situation qui t'empêche de réussir. Donc, la situation, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent à ça? Peut-être que ça peut être en interne. Hein. C'est-à-dire qu'on te prend d'une ville pour t'envoyer dans une autre ville. Et tu arrives, et tu étais dans la ville et tu produisais, on t'envoie dans une autre ville qui ne produit plus. Et tu mets ça sur la situation. Non, on appelle ça des tests situationnels. On veut te tester pour voir est-ce que dans n'importe quelle situation, tu peux performer. Donc, vous montrez que vous ne pouvez pas passer le test de dimension. Il y a des gens là, plus le business s'accroît, plus ils montrent qu'ils ne peuvent pas. Encore, il y a un directeur commercial qui m'a dit qu'il va être DG. J'ai dit, OK, il n'y a pas de défi. Nous, on accompagne déjà les DG qui sont déjà en place à mieux porter, à mieux faire leur job de dirigeant. Mais on accompagne ceux qui veulent DG aussi, les membres du CODI qui veulent DG à être DG. Donc, il n'y a pas de défi. On peut t'accompagner à être DG. Donc, on est en train de discuter et il me dit que apparemment, ils avaient fait peut-être, je ne sais pas, 28 milliards au N-1 et, et on les a dit de faire environ 35 milliards, un truc comme ça, au N. Donc, ils disaient que ce n'est pas possible, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Je lui ai dit, OK, c'est pas lequel tu vas être DG. Je dis, ton DG porte ce chiffre. Un, il porte les objectifs ressources humaines, il porte les objectifs finances, il porte les objectifs techniques et autres. Toi, on t'a donné une seule partie. Toi, tu pleures déjà. Donc, est-ce que toi-même, tu penses que tu es prêt à être DG? C'est tuer des riz. Donc, effectivement, c'est le test de la dimension. Tu vois, on est dédimensionné vis-à-vis de la nouvelle dimension de soit notre poste, de soit notre business, de soit la croissance du business. On ne s'en sort plus. Donc, ça montre que tu n'es pas prêt à être DG. Ça montre que tu n'es pas prêt à être DG. Donc, vous montrez que vous ne pouvez pas passer le test stress. Le test stress aussi, c'est très fondamental. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des situations difficiles dans l'entreprise, c'est toi qui craques le premier. Ou bien c'est toi qui lâches les autres. Ça montre que tu n'es pas en train de passer le stress test. Et qu'on voit que tu n'as pas de dispositif de contingence. Au cas où, par exemple, s'il y a une situation politico-économique qui fait que les activités sont bloquées, comment nous on continue à produire du résultat dans ma direction. Donc, quand tu n'as pas des plans comme ça de contingence et de dispositions avant-gardistes, par exemple, on sait que tu peux pas réussir le stress test. Question? Code Berkis? Yes, Coach Mana, rapidement, voilà, super. On va peut-être prendre quelques questions. Voilà, s'il y a des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les partager dans le chat avec nous pour améliorer certainement votre compréhension des points qui sont partagés. Il y a Saka qui nous dit, voilà, ce flair-là, ce discernement se cultive comment? Se développe comment? Est-ce que c'est intuitif ou bien du coup, est-ce qu'on est avec? Non, non, c'est déjà se mettre dans le bain de dirigeant. Par exemple, alors, nous, on adore dire un dirigeant ne s'apprend pas à l'école. Ce qui est bizarre. Ben, la plupart des DG que nous, on accompagne, il y a d'autres qui ont 3 MBA, d'autres ont fait Harvard, d'autres ont fait HEC Paris, mais ils ne s'en sortent pas. Parce que les vraies réalités de dirigeants, on ne les apprend pas à l'école. C'est pourquoi il faut se former, c'est très fondamental, il faut se former. Il faut se faire accompagner par des coachs s'il le faut, mais il faut se former. Et il faut avoir un plan de carrière. Alors, le discernement dont on est en train de parler, dont beaucoup de personnes échouent,
par exemple, c'est parce que les gens n'ont pas pris le temps à faire une formation de dirigeants, à se préparer avant que la situation n'arrive. Donc, quand ça arrive, ils ne s'en sortent plus. Donc, il faut faire des formations fondamentales pour développer ces instincts-là. Mais ça n'a rien à voir avec l'intuition, ce n'est pas de l'intuition. Quelqu'un m'a demandé des chiffres en inbox. Coach, on dirait que tu es fatigué. J'ai ça sur ta voix. Il a parfaitement raison. Je suis fatigué. Je l'ai dit même en entame, donc il n'y a pas de défi. Non, non, non. Donc, comme je l'ai dit, il faut apprendre. Il faut participer à ce type de formation-là, généralement. Et ça peut vous aider. Donc, il faut savoir lire entre les lignes. Mais pour lire entre les lignes, il faut développer la transversalité. Développer la transversalité. Et voilà. Il faut accepter d'être humble. Parce que la plupart des gens qui deviennent directeurs, ils ont la grosse tête. En Côte d'Ivoire, on appelle ça Yacouba. Donc, désolé si j'ai mes frères Yacouba en ligne. Mais voilà, ils ont la grosse tête et ils ont des certitudes pour dire qu'ils connaissent les choses. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Donc, l'humilité est très fondamentale dans le job de dirigeant. Donc, voilà, c'est ces petits éléments-là qui peuvent développer des choses de discernement en vous quand vous êtes dirigeant, savoir lire entre les lignes, avoir le flair, voilà. Mais pour ça, il ne faut pas avoir la grosse tête. Et pour ça, il faut arrêter d'être expert et il faut arrêter d'avoir des certitudes. Il faut être humble. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne. Coach Benkis Date. Allez, il nous dira, Bagueri, voilà, si c'est le cas, dites-le nous dans le chat. On a une question de voilà, Koulibaly qui dit mon DG est mon 1 plus 1. Comment avoir de la visibilité voilà, sans froisser mon N, allez, sans froisser mon N, sans paraître aussi flatteur face à mon DG? Sans paraître aussi flatteur, tu as Mhm. dit Coach Benkis, c'est ça? Exactement. Hein? C'est ça, c'est bien cela. Non, non, c'est-à-dire que il faut aider ton dirigeant à réussir. C'est très fondamental. Il faut aider ton DG à réussir. Je ne sais pas, eh, c'est quoi son poste? Koulibaly, c'est quoi ton poste? Tu peux nous écrire ça rapidement? C'est quoi ton poste, Koulibaly? Tu peux m'écrire ça rapidement pour que je puisse continuer. Je vais prendre un exemple pratique. Oui, tu es manager, oui, mais tu es directeur de quoi, par exemple? Tu es directeur de quoi? Tu es où? Oui, et tu es commercial, tu es quoi? Tu es quoi? Bon, ok, bref. Donc, par exemple, quand tu es directeur commercial et que ton DG arrive à faire des croissances, on sait que c'est grâce au directeur commercial. Et quand tu es directeur financier et qu'on arrive à dégager chaque fois de la rentabilité tout en restant en mouvement, on sait que c'est toi. Donc, c'est qu'on te voit à travers ton DG. Donc, si ton DG a toujours des difficultés liées à ta direction, on te voit à travers ton DG. Donc, c'est différent. C'est bon, Koulibaly? Donc, on voit ta performance à travers ton dirigeant, à travers ton N plus 1. Coach Bekis? Super, allez. Super, super. Allez, on va prendre voilà, Fidèle qui dit, quand on est trop humble, quand on n'affine pas parfois son expertise, les collègues peuvent piétiner. Non, c'est-à-dire que, fidèle, on n'a pas besoin de ton expertise dans ta bouche. On a besoin de ton expertise dans tes actions. C'est comme,
C'est comme le gars qui est dans sa maison, il en parle avec sa femme ou bien ses enfants, et puis il dit, c'est moi le chef de la famille. C'est moi le chef de la famille. C'est-à-dire que lui-même, il doute s'il est le chef de la famille. Il doute. Donc, si, non, tu n'as pas besoin d'affirmer ton expertise. Tu as besoin de démontrer ton expertise à travers ta capacité à produire du résultat lié à ton domaine. Mais tu dois avoir la capacité d'avoir la transversalité pour prendre ta performance de ta direction ou de ton domaine pour l'extrapoler sur la performance globale pour aider les autres à performer. Donc, c'est que non, tu n'as pas besoin de dire je suis expert. Non, 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 tu n'as pas besoin. Donc, généralement, le DG qui dit c'est moi le DG, il doute qu'il est DG. Parce que quand on arrive, tout le monde sait que c'est toi. Donc, c'est que, voilà, le directeur informatique ne doit pas nous amener pour dire que lui maîtrise l'information. Non, 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 non. On va le sentir par sa capacité à nous aider à automatiser les process, les systèmes et autres. Donc, ce n'est pas dans la bouche. Donc, et quand tu veux nous démontrer que tu es le meilleur expert financier, ce n'est pas dans la bouche. Il faut nous démontrer ça par ta capacité à, nous permettre d'avoir toujours un flux de trésorerie, nous permettre chaque fois de faire des bons placements qui vont nous permettre d'avoir un résultat financier rentable et nous permettre de dégager du résultat net. C'est là que tu nous montres que tu n'as pas besoin de le dire. Pas besoin. Donc, tu n'as pas besoin de nous amener que c'est toi qui connais le marketing. Non, 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 non. Tu vas nous démontrer ça par ta capacité à nous permettre d'être attractifs sur le marché, à attirer le maximum de prospects, acquérir le maximum de prospects, activer le maximum de prospects en clients, à les monétiser et à les saturer et, in fine, les permettre de nous recommander. Quand tu fais ça, là, tu n'as pas besoin de parler. Donc, voilà. Ça veut dire que, non, 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 tu n'as pas besoin. Donc, ferme la bouche, sois aime et travaille, point. Et on te respecte à travers ton travail. Quand tu viens de dire que je suis expert, et puis rien ne bouge, tu n'as pas honte. Donc, oui, fidèle, on n'a pas besoin de trop parler. On a juste besoin de se concentrer et à produire du résultat. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Fidèle, Code Bekis. Fidèle peut me répondre. Hein. Donc voilà, concentre-toi sur ton job. On connaîtra ton expertise à travers tes résultats. OK. Code Bekis, y a-t-il une dernière question que je peux prendre avant de continuer? Il y a une question de Bruno, mais il semble que voilà, la réponse arrive. Puisque Bruno dit, puisque là, on a les 8 signes qui montrent qu'on n'est pas à la hauteur du job, quels sont les 8 signes qui montrent voilà, qu'on est à la hauteur du job? J'imagine que voilà, tu pourras. Oui, et c'est le contraire des 8 qu'on a donné. C'est le contraire des 8. Donc, arrêtez de faire le chantage d'expertise et pour montrer que vous êtes la cheville ouvrière de la performance. Non, non, non. Arrêtez de faire ce chantage-là déjà. 1. 2. Donc, soyez à la disposition de votre DG. Soyez à la disposition de votre DG. Montrez-lui qu'il peut compter sur vous à n'importe quelle heure et aider votre DG à réussir. C'est ce qui va vous faire briller. 3. Développez votre transversalité. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas être un financier, mais vous devez être un dirigeant. Pourquoi? Parce qu'un dirigeant, donc un DG, il n'est pas financier, il n'est pas commercial, il n'est pas marketeur, il n'est rien. Il dirige une boîte, il pilote une boîte. Il touche à tout. Donc, tu dois pouvoir le faire. 4. Donc, plus ou moins, aider les autres directions à se développer. Aider les autres directions à produire du résultat à travers vos systèmes et à travers la compréhension de leurs enjeux. 5. Devenez scientifique dans votre management et devenez très pragmatique. 6. Gagnez
les tests de situation. C'est-à-dire à chaque fois, à chaque opportunité qu'on vous donne, soit on vous fait changer de direction, soit on vous donne un nouveau projet à porter et montrer que vous êtes l'homme de la situation. Et élevez votre dimension à la dimension des CEO et des plus grands CEO pour ne pas être étoffé par votre petite direction. Et si, in fine, mettez en place des plans de contingence, de telle sorte à réfléchir à ce qui va arriver alors que ce n'est pas encore arrivé. Au cas où ça arrive, tu t'en sors. Donc, quand tu fais ça, tu es à la hauteur du job. Et pour répondre à celui qui a posé la question, Coach Bekis. Magnifique. Allez, super. Kouzmana, on va peut-être avancer. Voilà, Oui, on va avancer un peu, Coach Bekis. Et puis, je vais prendre d'autres questions. Donc, la méthode d'orchestration pour donner une allure de CEO à ses journées. 1. Orchestrer la préparation de la performance par le briefing. C'est très fondamental. Faites des briefings. Chaque matin, faites des briefings. J'adore dire aux membres du CODI, comment est-ce que tu commences ta journée sans faire un briefing avec tes équipes? Et comment tu peux orchestrer la performance comme ça? Donc, on prépare toujours la performance par un briefing. Chaque jour, briefing. J'aime même dire aux gens, non, tu peux venir simplement à la direction, tu fais quand tout le monde se lève, et puis tu dis, OK, voici les 3 choses à absolument atteindre aujourd'hui. Voilà les caps à atteindre aujourd'hui. Ça ne dure même pas 15 minutes. Mais il faut faire un briefing avec les équipes chaque jour. 2. Driver un projet, voire plusieurs projets par jour. C'est-à-dire que la plupart des membres du CODI qui veulent DG passent leur temps à faire plus ou moins de l'administratif. Au lieu de se concentrer sur les projets qui vont faire développer le business ou sur les projets qui vont, qui vont peut-être améliorer la qualité, sur les projets qui vont du moins raccourcir les délais et sur les projets qui vont créer de la rentabilité. Donc, si vous n'êtes pas fan de projet, désormais, prenez des projets seulement. C'est le projet qui va montrer aux gens que vous êtes l'homme de la situation. Faire réaliser des quotas critiques par jour, très fondamental. C'est-à-dire que vous devez structurer votre journée par des KPI et non par le flux de services. Non, 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 non. Et vous devez savoir, je ne peux pas rentrer à la maison tant que je n'ai pas validé ces quotas ou ces KPI. Éliminer les goulots d'étranglement chaque jour. Réfléchir à chaque jour, qu'est-ce qui bloque le système? Qu'est-ce qui ralentit le système? Qu'est-ce qui manque au système qu'il faut ajouter? Quelles sont les facilités? Et pour évacuer les goulots d'étranglement. Qui on doit appeler, par exemple, pour faciliter la tâche? Quel gars de mon équipe a besoin d'accompagnement et autres? Visiter une ou plusieurs équipes critiques dans la journée. Il y a des gens qui font une semaine sans parler avec des gars de leurs équipes. Je ne sais pas comment les gens font. Une semaine sans parler avec des gars de leurs équipes. Et il y a des gens même là, les équipes même ont peur de les approcher. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais coach, c'est bizarre, hein? Chaque fois, je laisse ma porte ouverte, mais personne ne rentre. J'ai dit, non, 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 ce n'est pas laisser la porte ouverte qui va faire que les gens vont rentrer. C'est l'attitude que tu dégages, l'énergie que tu dégages qui fait que les gens veulent rentrer ou pas. Donc, ta porte est ouverte, mais c'est fermé pour tes collaborateurs. Non, non, donc, visiter une ou plusieurs équipes critiques pour faire avancer des sujets chaque jour. Donc, réparer une relation ou un dispositif chaque jour. Je ne sais pas, il y a des gens qui ne s'attendent pas avec leurs collaborateurs. Alors que sans eux, tu ne peux pas produire du résultat. Donc, il faut réparer une relation par jour. Si tu as des frictions relationnelles entre un collaborateur, dîne avec lui, déjeune avec lui, voilà, travailler à lever le goulot d'étranglement, montre-lui que tu as besoin de lui, que tu n'es pas contre lui,
mais que vous pouvez avancer ensemble et autres. Travaille avec lui pour réparer les relations. Ou un dispositif. Voilà. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui bloque tes gars, mais tu ne fais rien pour changer ça. Chaque fois, tes gars se plaignent de la même chose, mais tu ne fais rien pour changer ça. C'est-à-dire que toi, le jour qu'on va te donner une entreprise complète, on est mort. On est mort. C'est vrai que si dans ta direction, tu n'arrives pas à réparer le dispositif, ce n'est pas l'entreprise. Donc, faire monter un aspect du dispositif organisationnel chaque jour, très fondamental. Donc, s'il y a un aspect du dispositif organisationnel, en termes d'organigramme, en termes de structure, en termes de design qui ne va pas, il faut faire remonter. Et puis, opérer des suivis, surveillance et intervention critique pour garantir la performance chaque jour. Souvent, on a des projets qui sont en souffrance parce qu'on n'a pas mis les pieds dedans. Souvent, on a un client qui est bloqué pendant longtemps parce qu'on n'a pas mis le pied dedans. Souvent, il y a quelque chose qui bloque depuis longtemps parce qu'on n'a pas pris le téléphone pour appeler. Souvent, il y a un collaborateur qui est démotivé. Donc, il faut absolument faire des interventions critiques, travailler sur la surveillance pour pouvoir performer. Donc, quand j'ai dit ça, je continue un peu avant de prendre une autre question, si tu me permets. Exactement. Non, quand le poste vous monte à la tête, ou comme certains DG n'arrivent jamais à s'élever à la dimension dirigeante. Un, ils oublient qu'on les a nommés pour délivrer la performance. Donc, souvent, les gens oublient qu'on les a nommés pour délivrer la performance. La folie des grandeurs arrive. Toi, tu étais chef de département, tu es devenu directeur. Au lieu de te concentrer à produire du résultat, non. Tu oublies ce pourquoi on t'a nommé. C'est pour driver la performance. Au lieu de chaque fois traiter tes gars d'incapables, tu es là pour driver la performance. Au lieu de chaque fois te plaindre, tu es là pour driver la performance. Au lieu de chaque fois te plaindre de la stratégie du DG ou du comportement du DG, tu es là pour driver la performance. Donc, ils pensent que contenter le conseil avec les beaux chiffres peut dissimuler pendant longtemps les défaillances structurelles. Nous, on a donc dit au DG, à HNC, Joe, il ne faut pas te mentir à toi-même. Tu peux mentir à tout le monde sauf à toi. Quand tu t'es mis, tu sais si tu es beau ou si tu es laid. Donc, sois sérieux. Tu peux mentir au conseil une fois, mais pas pour longtemps. Donc, si jamais ça t'arrive de mentir au conseil, il faut venir réparer. Il faut venir réparer, parce que ça va te rattraper. Et le jour qu'on va, on va découvrir les cadavres, tu es mort. Donc, ils oublient d'embarquer leurs équipes avec eux et jouent, au DG seul. Donc, il y a beaucoup de dirigeants qui ne performent pas parce qu'ils n'arrivent pas à embarquer leurs équipes. Non, c'est une voiture. C'est une voiture. Il faut embarquer les autres. Quand tu ne les embarques pas, ils ne bougent pas. C'est une voiture qui est ta vision. Il faut les embarquer. Quand tu es DG ou quand tu es membre du CODI, donc directeur d'un pôle, c'est une voiture pour ta vision, pour la direction de ta vision. Embarque les autres. Sinon, tu n'y arriveras pas. Sinon, tu vas être seul. Donc, il ne s'arrête pas pour acheter une vision à réaliser et à déployer. C'est qu'il y a des gens, comme je l'ai dit en amont, ils ont le pouvoir, mais le pouvoir les sert à tout, sauf à réaliser leur vision. Ils passent leur temps à tout faire, sauf à réaliser la vision. Comme j'aime le dire, pour ceux qui ne sont pas encore devenus DG, vous miroitez le poste de DG. Vous idéalisez le poste de DG, ce qui est bien. Ce n'est pas mauvais. Et pour ceux qui sont DG, ils se rendent compte que les enjeux, les douleurs, les difficultés du poste les broient. Donc, l'un dans l'autre. Donc, soit le privilège te défocalise du job à faire, soit la douleur et les exigences qui sont tellement élevées te défocalisent à faire le job. Et c'est ça la difficulté du job de dirigeant. Ce n'est pas un job de paix. Non, non, non.
C'est un job de guerre constant, de bataille à gagner chaque jour. Ce n'est pas un job de repos. Non, 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 non. C'est un job de mouvement. C'est une mission à réaliser. Ce n'est pas un emploi. 5. Il délègue maladroitement les périmètres qu'il ne maîtrise pas et compte sur le miracle des directeurs experts. Non, non, non. C'est pourquoi on a dit que quelqu'un qui va être DG doit être transversal. Un DG doit être transversal. Quand un DG me dit, je ne peux pas tout maîtriser, je dis, tu as raison. Mais comment tu pilotes quelque chose que tu ne maîtrises pas? Question. Comment tu pilotes quelque chose que tu ne maîtrises pas? C'est ça le défi. C'est pourquoi il y a d'autres là. Quand le conseil s'approche, ils donnent leur vie à leur directeur financier. Il y a d'autres, quand l'année va terminer ou bien les chiffres ne sont pas bons, ils donnent leur vie à leur directeur commercial. Parce qu'ici, il ne connaît pas et il ne veut pas apprendre. Il délègue comme ça. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Ils sont impressionnés par leurs chiffres et oublient de renforcer l'organisation. Alors, il arrive souvent, la plupart des entreprises avec lesquelles nous on travaille, qui ont déjà fait la croissance, à chaque fois qu'ils chutent, parce qu'ils ont fait la croissance, ce qui les a permis de faire la croissance, ils ont arrêté de faire ça. Toi, avant de faire la croissance, on a formé les gars, on a mobilisé les gens, ils ont investi dans le marketing et dans le commercial, ils ont fait beaucoup de mouvements. Ça a créé une croissance. Et ils se contentent de ça. À Etienne, on a dit, on est content, mais on ne se contente pas. Et ils sont contents, mais ils se contentent. C'est quand ils se réveillent, ils sont morts. Parce qu'ils ont arrêté de s'aimer. Alors qu'ils oublient que les chiffres que tu récoltes aujourd'hui sont les semences d'hier. Et si tu es en train de récolter aujourd'hui sans s'aimer pour demain, demain, tu ne vas pas s'aimer. Donc, la dimension est l'étude. Maintenant, il y a les 12 ajustements rapidement pour montrer que le conseil d'administration ne s'est pas trompé en vous confiant le poste de direction générale. Donc, quelqu'un a posé une question, je ne sais pas, c'est Paul, il est en train de répondre toujours à sa question. Hein. Donc, travaillez votre personal branding, c'est très fondamental. Aujourd'hui, le DG est devenu la vitrine de son entreprise. C'est pourquoi on disait d'être stylé l'autre côté. Il faut travailler son personal branding. C'est que aujourd'hui, la plupart des gens viennent acheter dans certaines entreprises parce que le DG est star sur les réseaux sociaux, par exemple, sur LinkedIn, par exemple. C'est très fondamental. Ça va vendre vos résultats. Donc, la plupart des DG se font flageller au conseil d'administration parce qu'ils ne savent pas présenter le résultat. Ils ne savent pas présenter. Ils ne savent pas montrer au conseil concrètement d'où ils sont quittés pour créer cette dynamique-là. Multipliez vos parrains. Là, c'est très fondamental. Donc, il faut avoir des parrains au sein du conseil d'administration. C'est très fondamental. Pour pouvoir faire le conseil avant le conseil. Démontrez constamment que vous pouvez faire le chiffre. Donc, montrez chaque fois la perspective au conseil d'administration. Montrez chaque fois la perspective de ce que le soleil va briller bientôt. Et manifestez votre maturité et votre sensibilité performance. Je l'ai dit, maturité, sensibilité, performance. Portez les sujets, portez les enjeux, traitez-les, montrez que vous êtes sensible à même une mouche de votre entreprise, vous êtes sensible à ça, à force de la performance de l'entreprise. Démontrez qu'on peut confier et qu'on peut se confier à vous avec discrétion et maturité. Il y a des membres du CODI, quand tu as dit quelque chose, demain tout le monde sait. Il y a des DG, quand tu as dit quelque chose, demain tout le monde sait. Ou bien en plein CODI, il va te vendre. Non, il faut démontrer qu'on peut se confier à vous, que vous pouvez être discret et mature. Donc, quand j'ai dit ça, il faut montrer qu'on peut aborder les gros sujets avec vous. Il y a des gens là, on a peur d'aborder les sujets difficiles avec eux. C'est pourquoi vos collaborateurs vous cachent certaines choses et après vous vous rendez compte qu'ils vous ont mis des pépés au dos. Parce que bien évidemment, la dernière fois qu'il est venu te présenter un gros sujet, au lieu de traiter le sujet, tu as passé le temps à l'attaquer, à le dénigrer, à le traiter de vaurien, à le traiter de tout ce que tu cherches, au lieu de te concentrer sur comment traiter le sujet. Donc prochainement, il te cache. Tu vas te rendre compte qu'il a foutu le bordel. Point. Montrer que
vous avez de la flexibilité tactique et technique. Et souvent, quand c'est dur, c'est là où vous devez faire sortir de la tactique. Je ne me rappelle pas plus tard que quand je viens du Congo, je viens de Cotonou pour arriver au Congo. J'arrive aux deux entreprises qu'on accompagne. Rapidement, j'ai pris leur stratégie et on a changé les tactiques immédiatement. Et on a vu immédiatement les challenges et les campagnes qu'on va faire immédiatement pour pouvoir atterrir absolument et faire le chiffre d'affaires. Donc, un DG doit avoir cette flexibilité et cette tactique technique-là. Pareil pour un membre du CODI qui veut devenir DG. Donc, il faut sortir de la résistance technique, de la rigidité réglementaire. Vous n'êtes pas un procureur. Donc, il y a des gens qui ont du mal à devenir DG parce qu'ils sont trop conventionnels, ils sont trop protocolaires, ils sont trop réglementaires, ils sont trop normés. Ils ne sont pas agiles. Ils ne savent pas lire entre les lignes et savoir que ce n'est pas toutes les normes qu'il faut respecter. Et savoir que souvent, vis-à-vis d'une certaine situation, il faut être agile vis-à-vis de la réglementation. Ils ne savent pas souvent tourner le dos et doivent contourner certaines choses pour produire du résultat. Ils restent focalisés. Normalement, on ne peut pas faire ça. Normalement, on dit ça. Les thèses disent non, 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 non. C'est pourquoi certains ne deviennent pas DG généralement. Ne devenez pas des auditeurs dans votre vie comme ça. Donc, ça, même les auditeurs, donc c'est leur métier là. Je pense, ils arrivent à être agiles. Évitez absolument la négligence opérationnelle ou managériale. Il y a des gens qui adorent dire que chacun a qu'à faire son travail. Non, non, non. Quand tu es DG, quand tu es membre du CODI, ton job, c'est de t'assurer que l'opérationnalisation de la stratégie est en train d'être une réalité. Donc, parce qu'à la fin de la journée, on produit du résultat parce qu'on a rendu opérationnel la stratégie qu'on s'est donnée ou qu'on a mis en place. Donc, il faut s'assurer que l'opérationnalisation est une réalité. S'il le faut, il faut descendre sur le terrain pour vous assurer que ce qu'on a prévu est en train d'être fait. Il faut manifester constamment de l'intelligence corporate. C'est très fondamental. Il faut savoir lire entre les lignes. On a dit ça en amont. Il faut savoir être quelqu'un avec qui on peut discuter, avec qui on peut faire les affaires. Il ne faut pas être borné. Et il faut démontrer que vous êtes un vrai catalyseur de la performance en mettant en place un système, en bâtissant un système, en scénarisant comment vous et vos collaborateurs alliez produire du résultat, en facilitant la vie à vos collaborateurs, en les formant, les coachant, les accompagnant à s'élever. Comme je l'ai dit, rappelez-vous, très tôt, j'ai dit que quand on te donne le pouvoir, tu dois, prendre ce pouvoir-là pour suivre une vision avec. Donc, réaliser une vision avec. Mais pour réaliser cette vision-là, il faut élever les gens. Il faut les amener à grandir. Il faut travailler pour qu'ils soient une meilleure version d'eux-mêmes. Les coacher, les former. Mais au-delà de ça, il faut collaborer avec les gens. Il faut créer une synergie collaborative avec tes collègues et tes collaborateurs et même ta hiérarchie. In fine, c'est ce qui va te permettre de créer de l'excellence. Coach Blakish, je continue un peu et puis après on prend les questions. Alors, il y a 6 personnes qui doivent voir la valeur en vous pour que vous conserviez votre poste de DG ou que vous soyez DG. Je suis toujours en train de répondre à la question de celui qui m'avait posé la question. Celui qui porte les CV au grand boss. J'ai dit, celui qui porte votre CV au grand boss là, il doit avoir de la valeur en vous. Il doit voir en vous quelqu'un d'intègre. Il doit voir en vous un stratège. Il doit voir en vous un développeur. Il doit voir en vous un rentabiliseur. Il doit voir en vous un designer. Il doit voir en vous un manager d'équipe. Bref, il doit voir en vous un dirigeant. C'est très fondamental. Celui qui porte les CV au boss. Donc, il faut savoir dans votre entreprise qui porte les CV au conseil d'administration. Je me rappelle, on a eu à faire un team building avec une entreprise qu'on a accompagnée il y a 3 ans de cela, je pense. Et en plein team building, il y a quelqu'un qui nous... il y a un directeur technique qui nous avait dit qu'il veut être DG. Donc,
Non, on lui a dit, mais pour être DG, là, il faut déjà que ceux qui nomment les DG te connaissent. Et heureusement, il y avait sa directrice groupe. Et sa directrice groupe a dit que c'est qui? Il dit, mais, elle dit, mais je ne te connais pas. Donc, ça veut dire quoi? Ceux qui portent les CV au poste, peut-être, n'ont pas encore apporté son CV là-bas et lui-même ne connaît pas les boss. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Deux, celui dont la vie informelle protège tout le monde quand on doit désigner ou démettre un DG. Il y a des gens, leur avis compte quand on doit désigner ou démettre un DG. Nous, par exemple, on travaille avec un groupe et il y a un DG qui nous négligeait. Et il ne sait pas que, c'est que pour renouveler son mandat, on a dû nous demander notre avis. Est-ce qu'on doit renouveler son mandat ou pas? Donc, il faut connaître ceux qui donnent l'avis informel pour protéger tout le monde quand on doit désigner ou dénigrer ou démettre du moins un DG. C'est très fondamental. Donc, quand tu ne connais pas là, tu n'es pas encore prêt à être DG. 3. Le cabinet de recrutement attitré de votre organisation. La plupart des organisations ont des cabinets de recrutement attitrés. Il faut tout faire pour être en bonne, c'est-à-dire que, en bonne collaboration, ou bien il faut être de bonne presse chez eux, sinon tu t'en sors pas. Le DGA, et du moins le DG ou le PCA au poste qui ont la latitude de désigner leur DG, DGA ou successeur et les autorités, donc publiques ou non, qui peuvent imposer un candidat. Donc, c'est très important. Souvent, ton DG qui est en place là, il a déjà commencé à trouver son successeur. Donc, si ton DG parle de son successeur, tu dois être le successeur dans sa tête. Ou ton PCA. Si ton PCA prépare un successeur pour le DG, il doit t'avoir dans le collimateur. C'est pareil. Souvent aussi, il y a des postes de DG, il faut connaître des gens publics, des autorités qui parlent dedans. Souvent, on te nomme DG parce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, il faut connaître les gens. Quelqu'un m'a dit qu'il va être DG, que tu as des amis DG, il dit non. C'est-à-dire que tu bois café ou les DG boivent café, il dit non. C'est-à-dire que tu connais les gens qui nomment DG, il dit non. Je dis, mais comment tu vas être DG? Il s'est tué des... Souvent, on pense que non, la compétence technique te permet simplement d'être là où tu es, point. Mais ça ne peut pas te rendre DG. 5. Le coach ou le consultant ou avocat conseil de votre organisation. C'est très fondamental. Il faut que tu aies de la valeur devant ces gens-là. Donc, à tous les autres faiseurs de votre organisation ou groupe, il faut que tu aies de la valeur vis-à-vis d'eux. Sinon, tu es mort. Sinon, tu es mort. Donc, alors, rapidement, je termine avec ces... Quand on est noyé dans les enjeux ou comment les immatures sont dépassés, généralement, les immatures se laissent dépasser par leur job. Parce que pourquoi? Un, à cause de la puissance. Ils sont impressionnés par le fait qu'ils peuvent dominer et écraser désormais. Il y a des gens, il y a des membres du CODI là, ils passent le temps à utiliser leur pouvoir de façon néfaste, à faire peur aux gens, à écraser les gens, à dominer les gens, au lieu de se concentrer à utiliser le pouvoir pour transformer leur direction et leur organisation. Le privilège. Ils sont impressionnés par le privilège du job et oublient qu'ils sont là pour produire du résultat. Les contacts. Ils sont impressionnés par les... Donc, ton privilège, j'ai dit, pour les nouveaux qui ne sont pas encore DG, ou bien pour ceux qui viennent d'être DG, ou bien il y a des DG en place ou des membres du CODI, le privilège que ce job leur offre là, ça les empêche d'être focus sur le résultat produit. Les contacts. Donc, il y a des gens qui sont impressionnés par les contacts de haut niveau qu'ils ont grâce à leur job ou bien à leur poste. Donc, au lieu de les utiliser à produire du résultat, voilà. Il y a d'autres, mais quand le téléphone sonne là, il dit, attends, je vais prendre l'appel de quelqu'un. Oh, c'est le ministre X. Pour montrer aux gens qu'il a des contacts. Alors que ça ne sert absolument à rien. C'est fait pour produire du résultat.
L'ampleur. Ils sont impressionnés par l'ampleur du job et les exigences. Donc, comme je l'ai dit, soit c'est les privilèges qui te déconnectent de l'objectif, soit c'est l'ampleur et l'exigence qui te déconnectent de l'objectif. L'un dans l'autre, c'est un job très dense. Ensuite, l'impact. Ils sont impressionnés par l'impact et l'influence qu'ils peuvent avoir. Quand tu es membre du coding, souvent dans certaines boîtes ou DG, tu as de l'impact. Et les gens ils se laissent impressionner par l'impact au lieu de faire le job. Il y a des gens, on ne rentre pas dans le même ascenseur qu'il y a des DG comme ça. On ne rentre pas dans le même ascenseur que. Quand on les croise dans le couloir, on tremble. Donc, ils sont concentrés sur le privilège, la puissance, l'impact, au lieu de se concentrer sur le résultat produit. Il y a d'autres qui sont impressionnés et dépassés par la dimension du job et n'arrivent pas à s'élever. Donc, j'ai dit ça en amont, dimension. La douleur. Il y a d'autres qui sont écrasés par la tension et les douleurs inhérentes au job. Donc, nous, on appelle ça le karma. Le karma, on a développé ça dans le livre La vie des CEO. Mais on a des karmas en tant que dirigeant. La douleur ne peut pas finir quand on est membre du CODI ou DG. Au contraire, la douleur augmente à chaque fois que le chiffre d'affaires augmente. La douleur augmente à chaque fois que l'entreprise s'améliore. Mais c'est une douleur que tu vas porter, que tu le veux ou pas. Soit tu portes la douleur de la production du résultat, soit tu portes la douleur de la honte de la non-production du résultat. Mais l'un dans l'autre, tu vas porter la douleur. Et il faut de la distraction. On va terminer là-dessus. Ils sont impressionnés par la distraction et les ouvertures offertes et oublient le job. Il y a d'autres. C'est qu'il y a des ouvertures que le job de membre du CODI et de DG les offre. Vous voyez, il y a gens qui sont dépassés. Vous avez vu P. Diddy. Je ne sais pas si si vous connaissez l'histoire. P. Diddy, il est étonné par la gloire qu'il a eue. Donc, il a scénarisé, il a structuré et il a modélisé la bêtise et la connerie. Et il a emporté les gens avec. Et effectivement, il y a les membres du CODI qui structurent la bêtise et emportent les équipes avec. Comme il y a les DG qui structurent et modélisent la bêtise, ils emportent les équipes avec. Pourquoi? Parce qu'ils ont été distraits. Parce qu'ils n'ont pas supporté la douleur. Parce qu'ils ne sont pas à la dimension du job. Parce qu'ils sont impressionnés par l'impact qu'ils ont sur les gens. Parce qu'ils sont dominés par l'ampleur du job. Parce qu'ils valorisent le contact. Parce qu'ils profitent du privilège au lieu de se concentrer sur comment utiliser le privilège, produire du résultat et ils jouissent de leur puissance. Quand j'ai dit ça, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, on va être dans les différents pays que j'ai cités là et la participation, c'est une bagatelle somme de 197 000 francs. Donc, je vous invite à faire participer, si vous êtes DG, tous les membres de votre CODI, et si vous êtes membre du CODI, à inciter votre DG à faire participer tout le monde, parce que vraiment, on va vous aider à faire de la stratégie, à faire de la structuration, à porter les douleurs du job, mais aussi à être à la dimension et éviter toutes les naïvetés possibles pour produire du résultat et être soit leader de votre marché ou votre marché s'il le faut. Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, s'il y a des questions, s'il y a 2 à 3 questions, je vais les prendre et puis rapidement, on va se dire au prochain et à la prochaine classe digitale. Magnifique, hein. Super, allez, merci, super. Rapidement, ok, on a une question de Kina, voilà, qui dit comment agir face à un management toxique, par exemple, voilà, par exemple, ou comment se reconnaître lorsque l'on s'ignore comme manager avec des comportements et attitudes toxiques. Reprends la question, Coach Bekis. Je ne suis pas sûr de l'avoir compris, mais je vais la reprendre tout doucement. Comment Oui, je agir buvais de l'eau. comment agir face à un management toxique, voilà, par exemple. Voilà, ou comment se reconnaître lorsque l'on s'ignore comme un manager avec des comportements et attitudes toxiques. Non, par principe, il n'existe pas un manager toxique. Il existe un collaborateur qui ne rentre pas dans la vision ou dans le management d'un manager.
C'est plutôt ça. Parce que ce que vous appelez toxique, je vais me blesser. Ce que vous appelez toxique, code bien qu'il soit dit, je vais voir. Allez. Répète, répète, Toxique, hein? répète. Non, Hein? toxique, toxique. Non, toxicité. Bon, en tout cas, ce que vous appelez, ce que Code Berkis a dit là. Quelqu'un est en train de rire. Non, non, non. Est-ce que vous appelez un manager toxique? C'est quelqu'un qui fait des choses que vous ne supportez pas. Donc, ça veut dire quoi? Voilà, ok. Donc, ce que Marie-Claudine a dit là, c'est de ça que je parle. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à la dimension en termes d'intelligence émotionnelle, en termes en termes de maturité pour gérer ce type de manager. C'est tout. Parce que, exemple simple, un chien errant qui aboie sur tout le monde, il y a quelqu'un qui arrive à dresser le chien, il dit saute, le chien saute, assieds-toi, le chien s'assoit. On appelle ça le dresseur. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de manager toxique en tant que tel. Comme il n'y a pas de collaborateur toxique en tant que tel, il y a un manager qui n'arrive pas à gérer un type de collaborateur, qui a un type de comportement, qui a un type d'attitude, donc il n'est pas habitué à gérer. C'est pareil aussi, il y a des collaborateurs qui ne sont pas habitués à gérer un type de manager parce que soit ils sont naïfs, soit ils sont immatures, soit ils ne comprennent pas comment les choses marchent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent que, que l'entreprise soit comme, tu vois, une église ou bien une mosquée, tu vois. Non, 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 non. C'est pas ça. Pas ça. Et l'entreprise, c'est comme la société, qui a tout type de personnes. Maintenant, soit supposons qu'il est toxique, comme on l'a dit. Supposons qu'il a de l'animosité vers toi. Question, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te déteste autant? Parce qu'il ne déteste pas tout le monde. Supposons qu'il déteste tout le monde. Pourquoi tu ne serais pas la seule personne qui ne détesterait pas? Donc, il faut plutôt voir les choses comme ça. Maintenant, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de maladie. Parce que le jour que vous allez devenir DG, je ne sais pas qui a posé la question, le conseil d'administration est plus toxique que ce que vous n'avez jamais vu. Le conseil d'administration est plus toxique que ce que vous n'avez jamais vu. Donc, voilà, vous allez faire des insomnies, des nuits blanches. Donc, c'est pareil. Il n'y a pas de truc. Donc, il faut simplement être mature, s'élever à la dimension, ne pas être naïf, comprendre comment le business marche. Voilà. Ça veut dire que, voilà, il n'y a pas d'injustice. C'est toi qui n'es pas à la dimension de la chose, ou bien peut-être que c'est toi qui ne mérites pas la chose. Il n'y a pas d'absurdité. C'est toi qui ne savais pas que ce type de choses-là existait. Tu le sais maintenant. Il n'y a pas, il y a pas quelque chose qui est insupportable. Si ça a été fait, donc quelqu'un peut supporter. Pourquoi tu ne serais pas la personne? Code bien qui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne. Allez, elle nous dira certainement, ou il nous dira, allez, super, allez, good, super, super. Allez, on va prendre une autre question rapidement, voilà, qui est de Yves. Comment faire pour briller lorsque ton N+1 fait tout pour te maintenir à ton poste, car tu es sa cheville ouvrière? Comment faire? Pourquoi? Comment faire pour briller? Allez, lorsque ton N+1 te fait tout pour maintenir à ton poste parce que tu es sa cheville ouvrière. Non. Après, non, non, c'est-à-dire que il faut faire tout ce qu'on a dit. C'est que, il y a des gens qui sont techniquement bons, mais ils ne sont pas politiquement bons. C'est ça le défi. Il y a des gens qui sont techniquement bons, mais ils ne sont pas politiquement bons. Là, ça se demande de faire de la politique. Donc, et si tu as l'impression qu'il veut te maintenir là, le, le N+1, c'est qui? C'est ça la vraie question. C'est le DG ou bien c'est le directeur? Donc, si c'est un directeur, est-ce qu'il y a des postes de direction possibles pour être directeur actuellement?
Mais si c'est le cas, il faut tout faire pour que le DG voit ton travail. Le DG voit ta performance. C'est ce qui peut te sauver. C'est bon, j'ai répondu à la question, Coach Bakis. Il va nous indiquer, voilà, sinon, voilà, il semble on ait pris toutes les questions. Il y a de très belles, voilà, il y a de magnifiques retours dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, si c'est le cas. Voilà, Yves dit c'est clair. OK, s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, c'est l'occasion de les rapidement. On a moins de 3 minutes voilà, pour boucler cette session. Donc, si, Oui, je voilà, vais prendre une seule question, Coach Bakis. on va prendre la question de, voilà, de Mike, voilà. OK, Mike, c'est quoi votre question, s'il vous plaît? Allez, il n'y a pas de question dans le chat pour l'instant, donc vous pouvez rapidement écrire la question. Voilà. Juste le temps également, voilà. OK, donc juste le temps également de rappeler que par rapport au Next COD, allez, donc l'inscription est par différentes villes. Donc, OK, on va Coach rapidement. Bakis, Oui, Côte d'Ivoire, vas-y. je crois qu'il a posé la question, hein. Donc, il a dit qu'est-ce que, Coach Bakis, est-ce que tu peux lire la question de Mike? Allez, il me semble que je ne retrouve pas la question. Donc, si tu Donc, l'as, je crois qu'il disait, je veux savoir l'état d'esprit pour rester au top. Je pense bien. voilà, il dit c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, pour rester au top. Non, non, non. C'est vrai que il faut comprendre le karma des dirigeants. C'est-à-dire que ce qui fatigue les gens, Mike, c'est que les gens veulent être, c'est quand tu es membre du CODI ou bien DG, on veut être, on veut avoir une vie normale, alors que notre nouvelle vie est anormale. C'est ça le défi. C'est-à-dire que, par exemple, tu es DG ou bien tu es membre du CODI, c'est toi qui veux avoir le même agenda, le même chronogramme, les mêmes heures de trucs, comme quelqu'un qui n'est pas à ton poste. Donc, on a du mal à admettre que notre vie, notre nouvelle vie, là, c'est notre nouvelle vie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre une vie normale. Donc, il faut l'admettre. C'est très fondamental. Parce qu'on se bat contre ça. C'est ce qui fait qu'on n'a pas l'état d'esprit qu'il faut. Non, tu n'as plus une vie normale. Donc, rapidement, je vais te partager quelque chose et puis on va terminer ça. On appelle ça le karma du dirigeant, ou les réalités à intégrer pour s'élever à la dimension des dirigeants. Donc, si tu comprends ça, Mike, c'est bon. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est le bassou que je vais te donner. Donc, la première des choses, c'est la douleur. Le choix et les impacts seront chaque fois douloureux. Donc, il faut mettre ça dans ta tête et l'accepter. Mike, avant de commencer, il faut accepter que c'est que tu vas souffrir parce que tous les choix que tu vas faire, tous les impacts que tu auras, auront à chaque fois une douleur que tu dois supporter. La densité. Chaque sujet aura une tentacule inimaginable. Donc, c'est un sujet qui semble là-bas, le commun des mortels. Pour un dirigeant, c'est compliqué. Mais quand tu prends une décision, ça va faire naître une nouvelle décision qui va faire naître une nouvelle décision, donc comme des tentacules dont tu n'imagines pas. Donc, tout est critique et tout est précieux. Il faut avoir ça dans la tête déjà. Parce que c'est parce qu'on n'a pas ça que quand on vit là, on vit ça mal. C'est pourquoi on n'a pas l'état d'esprit qu'il faut. La multiplicité. Il y aura, il y aura pas qu'une seule solution, mais plusieurs. Donc, il faut être ouvert. La constance. Il y aura constamment des situations terribles à traiter. Constamment quand tu es dirigeant. Ensuite, l'adversité. Tu seras combattu, quoi qu'il en soit. Il y aura, il y en aura qui ne seront pas contents. Absolument. Donc, il faut l'accepter et vivre avec. L'inédit. Chaque situation sera comme une nouvelle et nécessitera des adaptations. Il faut l'accepter et vivre avec. L'absurdité. Parfois, cela n'aura ni tête ni queue. Des situations qui n'ont ni tête ni queue. C'est ce que tu vas vivre.
Et là, il faut l'accepter et le comprendre pour ne pas être naïf. Attention, il y aura succession et le type de sujet te rendront constamment tendu. Et chaque sujet viendra avec son lot de tension, de pression. Et ça va se succéder les uns les autres. Je parle des idées, bien sûr. Donc, il faut l'accepter et vivre avec. Et on va terminer avec la culpabilité. Tu auras l'impression d'avoir commis un péché en prenant le job de dirigeant. Parce que tu ne seras plus à l'aise avec tes principes, ni avec tes valeurs. Tu vas faire des choix contre nature et contre valeurs souvent. Mais il faut être à l'aise avec, l'accepter déjà. Sinon, tu vas vivre ça mal. Et tu n'auras pas l'état d'esprit qu'il faut pour continuer. L'insatisfaction. Beaucoup de parties prenantes seront mécontentes à chaque fois parce que tu ne pourras pas faire l'unanimité et tu ne pourras pas satisfaire les gens à la fois. Il y a une méthode que l'on appelle la méthode de l'insatisfaction. Oui, la méthode de l'insatisfaction. Bon, on ne va pas développer ça ici. C'est un autre module. Les surprises. Les choses ne seront pas toujours comme tu veux. Tu auras des surprises chaque fois. Et il faut être libre avec et l'accepter. L'inconfort pour terminer. Tu seras rarement confortable et à l'aise dans les décisions et autres. Donc, Mike, rien que ça, quand tu comprends ça, tu peux avoir l'état d'esprit qu'il faut. Question, Mike. Donc, il faut comprendre tout ça et l'accepter. Oui, toutes choses étant égales par ailleurs. Hey, Mike! Bonsoir depuis ta position, Mike. Oh là là, je savais que c'était toi quand même. Mbote, 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 mbote. Ok, Code Verkis. Je sors de la causerie. Mike, tu peux m'écrire en off par WhatsApp. Ok, Code Verkis. Voilà, moi je sors de la causerie et puis je conclue en même temps. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, beaucoup ne deviennent pas DG, c'est lié à tout ce qu'on a vu. Voilà. Code Verkis Dadier, à la prochaine et merci à tous nos participants. Vous avez été nombreux. Je crois que jusqu'à présent, on a environ une centaine en ligne. Donc, merci à tout le monde de nous faire confiance chaque jour et de rester en ligne avec nous comme ça pendant longtemps. Merci à tout le monde. Allez, super. Allez, on a fait le tour. Allez, on va se redonner rendez-vous certainement au Next COD dans votre ville, où on prendra encore chacun de ces éléments avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de contexte, avec des outils, notamment le Next Pack qu'on mettra à votre disposition. Donc, comme on le rappelait tout à l'heure, voilà, les dates approchent. Par exemple, celui de Dakar, c'est dans moins de 10 jours. Le compte à rebours est véritablement lancé à cet effet. Donc, voilà, si vous avez l'ambition d'y participer, c'est maintenant que vous devez vous assurer de pouvoir réserver votre place. Dans Dakar, c'est dans moins de 10 jours. Allez, vous pouvez certainement voir le compte à rebours qui tique. Et lorsque vous êtes sur le site, vous pouvez simplement aller dans la rubrique date et ville pour découvrir votre ville. Si c'est Conakry, Guinée, Bamako, Mali, Lomé, voilà, Togo, Cotonou, Bénin, Abidjan, Côte d'Ivoire, Kinshasa, voilà, Congo, Ouagadougou, Burkina, Douala, Cameroun, Libreville au Gabon, Brazzaville, voilà, Brazzaville, bien sûr, Congo, et puis Niamey au Niger. Donc, quel qu'en soit où vous êtes, vous pouvez certainement, bien sûr, réserver votre place. On se retrouve très, très vite pour cet événement inédit, exclusif de Next COD. C'est dans votre vie, ça se passe, comme on a dit. Donc, voilà, si vous n'avez pas encore réservé votre place, on va partager encore une fois de plus, voilà, la possibilité, le lien dans le chat. On rappelle qu'il y a deux possibilités d'inscription, ou il y a deux offres d'inscription à cet événement. Il y a l'offre VIP, voilà, qui est à 197 000 francs CFA, qui vous permet de pouvoir participer à l'événement, qui vous permet de pouvoir également avoir avec vous votre Nexio Pack à la fin de l'événement. Et pour rappel, le Nexio Pack, c'est ce pack-là qui contient jusqu'à 5 guides pratiques, voilà, pour simplifier le job et la vie des dirigeants, comme on le rappelait tantôt. Donc, voilà, avec l'inscription VIP, vous avez bien sûr la participation
à toute la journée, voilà, à toute la formation, à l'événement complet. Et puis, vous avez bien sûr également l'accès au Nexio Pack. L'autre offre de participation, bien sûr, c'est l'offre VVIP, voilà, qui en plus, voilà, en plus d'avoir la possibilité d'avoir le Nexio Pack avec vous, vous aurez également la possibilité de pouvoir avoir quelques avantages, voilà, quelques exclusivités avec vous, notamment la possibilité, par exemple, d'avoir voilà, une installation premium, voilà, pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience possible, même si nous tous, on aura une magnifique expérience, mais également, il y a des rencontres, des networking, voilà, des moments de déjeuner exclusifs qui sont prévus pour ceux qui, bien sûr, sont dans l'offre VVIP, prennent le pass VVIP. Et bien sûr, également, vous avez les versions e-book des différents livres du pack Nexiopack qui vous sont également offerts. Donc, vous avez le choix entre le pass VIP, vous avez le choix entre le pass VIP et le pass VVIP. Voilà, vous choisissez voilà, l'offre qui vous convient le mieux, voilà, qui vous satisfasse le mieux, voilà, et puis vous pouvez rapidement vous enregistrer. L'autre bonne nouvelle également, c'est on souhaite vraiment permettre à ce que vous puissiez ne pas venir sur donc, si vous avez des collègues, des autres collègues, des collaborateurs que vous souhaitez faire participer également, il y a une offre voilà, spéciale à partir de 10 tickets, voilà, notamment jusqu'à 10% de réduction et jusqu'à 2 passes VVIP qui est offert. Alors, si par exemple, voilà, vous êtes DG, voilà, vous pouvez inscrire jusqu'à 10 de vos collaborateurs et avoir 2 passes VVIP, voilà, pour pouvoir participer sereinement à cet événement. Il ne faut surtout pas participer seul si vous avez, s'il y a bien sûr la possibilité. C'est l'inédit, c'est les événements de l'année. Voilà, il ne faut surtout pas manquer cela. Allez, on souhaitait partager avec vous ces derniers détails. Merci à tous hein, d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouve très très vite déjà le vendredi prochain pour une autre classe digitale, mais surtout dans moins de 10 jours, voilà, pour le début effectif des Next IOD. Suivant votre ville, c'est tellement voilà, le délai est différent, mais c'est maintenant. Voilà, faut pas contacter après et lorsqu'il n'y aura plus de place disponible, voilà, ça sera vraiment pas du tout gentil. On n'aimerait pas être celui ou celle qui vous dit qu'il n'y a plus de place. Donc, c'est maintenant qu'il faut réserver. On a partagé avec vous le lien dans le chat. Vous pouvez certainement cliquer dessus pour rapidement faire votre réservation. Et également, il y a un numéro disponible sur le site si vous avez besoin d'aide ou d'assistance. Ou voilà, vous pouvez également nous contacter via ce numéro-là. Merci à tous les matos. À très très vite pour une autre classe digitale. À très très vite. Rendez-vous au Next COD. Ciao, ciao.